RCN. Le son de la différence. Le son des bulles sur RCN. Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs de l'émission Le Son des Bulles. Vous êtes bien sur RCN 90.7. On espère que vous allez bien et que comme il est encore temps de le faire, on vous souhaite une très bonne année. Et oui, bonne année. Une excellente santé. Et surtout une bonne santé. Oui. Ah, surtout, la santé, c'est important. Et Plein puis, de pognon, plein de plaisir, plein de vacances, enfin des Voilà. bonnes années quoi. Une bonne année. ah bah, On a chacun, déjà dit ça l'année dernière, mais ça n'a pas trop Et marché. ça n'a pas marché. Donc, oui. il faut persévérer. Vas-y, persévérer. essaye encore Charles. Mais on vous souhaite surtout de très très belles lectures, bien sûr. Alors déjà, pour cette nouvelle année, est-ce que vous entendez? Est-ce que vous avez entendu ce générique de Oh là fou là. Hein, c'est génial. Et oui, c'est Jean-Luc qui nous a réalisé un nouvel habillage sonore, tout nouveau, et nous, on adore. Alors, faites-nous part, pourquoi pas, sur la page Facebook de vos remarques par rapport à ce générique. D'ailleurs, on peut se le réécouter, Jean-Luc? C'est parti. Pam. Sympa. Pas mal. Merci Jean-Luc. Merci Jean-Luc. Merci. Ah, c'est super. Pour les anciens, ça fait un peu le début de Max la menace. Ça fait un peu Max la menace, c'est ça. Bon, alors on espère aussi que pendant les vacances, vous n'avez pas trop abusé de chocolat et d'autres petites gourmandises, parce que, on va vous en remettre une couche. Et oui, c'est le thème de l'émission, le chocolat et les plaisirs gustatifs en bande dessinée. Alors, pour en parler autour de la table, nous avons nos bons vivants habituels, à commencer par Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour Olivier, Charles, Joris et Jean-Luc. Et Bonjour Jean-Luc. tout le monde. Petite question, Françoise. Alors, tu dois choisir entre un rocher suchard ou une boîte de pavés fondant aux éclats de noisettes enrobés de délicats cacao de chez Muscard, 36 boulevard de Baudricourt à Villers-les-Nancy. Tu choisis quoi? C'est pas un choix, ça. C'est plaisir, forcément. Moi, j'ai vendu mon âme au diable pour du chocolat. Et du coup, ça marche bien. C'est vrai? Ah oui. Donc, en échange désolé de quoi? pour les rochers, mais Muscard. Mon âme, j'ai donné mon Ah âme oui, quand c'est même ba- contre oui, c'est du beaucoup. chocolat. C'est De vrai, chez c'est Muscard, beaucoup. si jamais. Bon, très bien. Voilà. Bon choix. Et toujours fidèle au micro depuis on ne sait combien de siècles, Il est temps, oui. des temps immémoriaux. Les Charles. dinosaures. Oui, Bon appétit. Tu savais que je parlais de toi, tu vois. Bonjour Charles, ça va bien? C'est très bien. Alors, et toi, t'es plutôt mon chéri ou coffret de chocolat Marie Lesinska par la maison Lefebvre-le-Moine, 47 rue Henri Poincaré à Nancy? Je ne sais pas quoi dire parce que là, j'ai pas amené mon tire-bouchon, donc j'ai pas d'avis sur la question. Bon, on va choisir pour toi, d'accord? D'accord. On t'offrira après. Et puis alors aussi, nous accueillons à côté Joris. Bonjour Joris, spécialiste au manga. Tout le monde. La forme aussi? Très très bien. Bon, ça, allez, très petite bien. question aussi. Tu prends Ok. quoi, une boîte de Toblerone ou un sachet d'orangettes de la chocolaterie Gourmandise, boulevard Lobo à Nancy? On doit faire la pub. Je dois. J'espère Je que dois choisir un particulièrement. ce que tu veux. Allez, Le les choix est libre. orangettes. Les orangettes. Et Alors, puis, je sais pas si on a droit à la pub, mais il paraît que c'est le meilleur chocolatier de Nancy. C'est un Ah fou bah. furieux, le mec. je Boulevard crois Lobo. qu'ils sont tous bons, ceux qu'on a cités. Et puis aux commandes des manettes pour rendre nos voix douces et suaves. Jean-Luc, bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors Oui. toi de loin, tu préfères un Bounty ou une boîte de chocolat griotte framboise de chez Lalonde, rue Saint-Didier à Nancy? Ah ça, ouais. La boîte de griotte framboise, Et voilà. Le mec du son qui fait des gestes pour parler, c'est pas rien quand même. Oui. C'est vrai. On dirait qu'il parle pas, il est muet. Voilà. Et puis nous avons un invité d'honneur dont nous allons faire la connaissance dans quelques instants. Régis Hector, qui est auteur de bande dessinée, dessinateur de presse et illustrateur. Alors, avec toutes ces chocolateries qu'on a citées, moi j'espère qu'on va recevoir au minimum une tablette de chocolat, je pense. Oui, c'est Par possible. personne, Au moins une, hein, sinon on arrête tout. Hein. Et puis on n'oublie pas, on fait un gros coucou à Francine qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui et à David, que j'imagine un peu comme le comte de Monte Cristo enfermé dans son atelier de dessin, le crayon greffé entre le pouce et l'index, la barbe jusqu'au nombril, pour terminer ses échéances professionnelles. On vous embrasse tous les deux. Bisous. Voilà, donc on va faire la connaissance de notre invité, Régis Hector. Allô Régis? Oui, bonjour. Bonjour Régis, on est heureux de vous accueillir par téléphone dans cette émission. Est-ce que vous allez bien? Très bien, oui, ça va, merci beaucoup. Bien, super. Alors, c'est une émission dont le thème, c'est le chocolat et les petits plaisirs gustatifs. Et on a fait une présentation de nos chroniqueurs ici présents, donc je vous les présente aussi. Il y a Françoise, Charles et Joris. Charles, on sait que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être croisé dans les On s'est dans les rencontrés festivals. dans des salons, oui.
dans les salons. Oui, oui, on se connaît, oui, ouais, effectivement. Voilà. Alors, par rapport à ce thème de la chocolaterie, on a fait un petit test pour savoir quel chocolat vous préférez. Alors, je vous propose un choix, soit une boîte de Ferrero Rocher ou un coffret de chocolat noir de chez Lemoy, rue François de Curel à Metz. Qu'est-ce que vous Je choisissez? prends le choix numéro 2. Ah bah, on essaye de faire un peu de pub pour essayer de récupérer des tablettes. Voilà, donc on va passer un petit peu dans le vif du sujet en essayant de vous connaître un peu plus. Et on va remonter dans votre biographie de façon chronologique en présentant quelques points de repère et quelques jalons qui nous ont intéressés. Alors attention, c'est parti. Voilà un petit retour vers le futur. Alors Régis, dites voir, vous êtes né en 1964 à Metz. Oui, à Moyeuvre-Grande. À Moyeuvre-Grande, d'accord, bah, super. 64 ans, ça me fait penser que l'année dernière, c'était un anniversaire, un chiffre rond. Exactement, ouais, ça y est, les 60. Alors, on s'en remet. Il y a des vieillards autour de la table à cette heure-ci, on vit bien, je vous assure. Ouais, mais je commence à sentir la pente maintenant. Ah, là, c'est la mauvaise pente, c'est ça? C'est celle qui descend. Vous avez fait une grosse fête ou on n'en parle pas trop? Non, j'ai même pas fait de fête du tout, je crois. Du tout? Bon, comme ça. Non, ça resté simple avec mon épouse. Voilà, très discret, ouais. Et c'est souvent ce qu'il y a de mieux. Ouais. Alors, au début de votre carrière, après avoir fait vos études aux Beaux-Arts, vous les avez fait où, vos études? À Metz. À Metz. Alors, vous avez été marionnettiste. Alors, juste comme ça, par curiosité, comment on devient marionnettiste? On était toute une bande on travaillait tous pour une boîte de formation d'animateurs et de directeurs de centres de vacances. Donc, on s'était un peu spécialisé dans la marionnette au niveau de la fabrication des pièces et puis des personnages. Et puis, on a décidé pour s'amuser de monter une petite troupe. Je crois qu'on était entre 7 ou 10 marionnettistes. Et puis, on a beaucoup tourné, n'exagérons pas, on a beaucoup tourné dans les périodes de forcément de Saint-Nicolas de Noël, hein, pour les CE et tout ça. Et notre heure de gloire, c'était d'avoir reçu à l'époque une subvention de l'association du bicentenaire je crois que c'est ça, de la Révolution, hein, c'est ça. Mm-hmm. Et on avait monté donc un spectacle exprès pour ça, qui malheureusement nous avait été interdit par la municipalité de l'époque, parce que ça avait changé de municipalité en cours de route. Donc ce spectacle-là, on l'a tourné après pour des associations dans des domaines un peu privés. C'était la véritable histoire de la Révolution française, en fait. Ah voilà. Et vous aviez été censuré parce que disons qu'on n'était pas trop en odeur de sainteté de la municipalité de l'époque là, la nouvelle municipalité de l'époque. Et puis voilà, ça fait rien. De toute façon, nous, on a eu l'argent pour faire le spectacle, on a monté le spectacle, hein, puis on a quand même réussi à le tourner un petit peu. Puis voilà, puis on a tourné aussi, dans les stations de sport d'hiver. On avait eu un contrat avec un CE d'une marque automobile aux losanges, et puis on avait tourné dans les CE de la station d'hiver en Haute-Savoie, à Châtel, à Chapelle-d'Abondance, tout ça. D'accord. Ah, comme quoi la marionnette ouvre des portes. Hein. Alors, exactement. En 83, vous créez le fanzine Mademoiselle. Je vous laisse dire ce que ça veut dire exactement. Alors, Mademoiselle, si je me souviens, ça veut dire mouvement artistisme dessinographique mêlant l'observation subtile et la liberté d'expression. Voilà. Si je ne suis pas obligé de répéter, ça doit aller. C'est pour ça que je vous ai laissé dire. C'est à partir de là que vous est venu le goût de la bande dessinée? Non, la BD, ça venu un peu plus tôt, hein, je crois. Hein. C'est mon frère aîné qui achetait beaucoup d'albums de BD, donc dès qu'il avait le dos tourné, je lui piquais, et je piquais le nez dedans, et comme j'avais une sensibilité accrue pour le dessin, à force de dessiner des bandes dessinées, on en fait soi-même. Et puis ce même frangin qui est parti un jour faire son service militaire, parce qu'à l'époque il n'était pas encore... il y avait encore le service militaire pour lui, hein, moi j'y ai échappé. Ah. Et j'ai vu le mec le plus triste de la planète monter dans le train le jour où je l'ai accompagné pour partir à Trèves. Et
je me suis dit, oula, il faut que je remonte le moral au frangin, et j'ai commencé à lui faire des petits strips BD, etc., et que j'envoyais dans sa chambrée, et il m'a avoué que toute son unité, pas quelques-uns quand même, attendaient impatiemment son courrier pour lire mes conneries, quoi. C'est à partir de là que vous avez commencé à faire des petits dessins comme ça, du quotidien ou des choses comme ça, quoi. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire. Bon, c'était très proche de mes lecteurs de l'époque, hein. J'ai appris à dessiner gros nez en lisant des Boulibi, les tuniques bleues, et trucs comme ça. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu... ça y ressemblait pas mal. Et le fanzine, du coup, il est venu comment? Alors, le fanzine, c'est... En fait, c'est des collègues à vous qui avaient une radio sur Thionville, dont je connais plus le nom, qui avait aussi une émission de bande dessinée comme vous, et qui avait organisé un concours d'affiches de dessin pour une expo à Ucange, et j'avais gagné l'affiche, et puis ils sont venus me chercher après en disant, on va faire monter un fanzine, on cherche des dessinateurs, est-ce que tu veux en faire partie? Et puis voilà, ça a duré quelques numéros, pas mal. On a eu un bon soutien à l'époque, on avait toujours des bons soutiens de la presse BD spécialisée, parce qu'il y en avait encore une à l'époque, hein, Circus, Pilote, Charlie, et compagnie. Et puis ça a tourné tant que ça a duré, et puis à un moment, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose, oui. Alors, c'est vrai que sur votre biographie, là, on voit que c'est marqué « Mademoiselle n'est pas mort, rassurez-vous, mais endormi un sommeil qui dure depuis 97 ». Mais sait-on jamais. On ne sait jamais. Ça, mais Mademoiselle a revécu un petit peu, parce que c'est Mademoiselle qui a organisé après les rencontres de BD de Marly, puisque Jean-Pauline, qui était l'organisateur des rencontres de Marly au sens culturel, il est devenu ensuite adjoint, donc il ne pouvait plus mélanger les genres. Donc c'est l'association qui a pris le relais, avec les mêmes paramètres, hein, qui a pris le relais, puis on a monté ça jusqu'au 30e qui ont eu lieu il y a 2-3 ans ou 2 ans, je ne sais plus. Ouais, voilà. Et puis maintenant, Mademoiselle est bien endormie. Puis je pense voilà, c'est comme la Belle au bois dormant, on attend qu'un chevalier ou un prince vienne l'embrasser, la réveiller. Je ne suis pas sûr que ça marchera. Là, je crois que moi perso, je pense vraiment avoir tourné la page, puis un peu tout le monde, quoi. Parce que Mademoiselle, c'était un fanzine, c'était un mini-éditeur à une époque, on a sorti quand même pas mal d'albums de BD. Après, on était organisateur de salon de BD, donc on a fait le tour, quoi. Après, c'est qu'un avis, hein, mais moi je sais que j'aime pas trop. Une fois qu'il y a une page de tournée, j'aime bien que la page soit tournée et que ça s'arrête. Parce que des fois, quand ça redémarre, c'est pas forcément toujours glorieux ou c'est difficile. Et puis la fin, on peut imaginer qu'il serait peut-être passé des autres choses et puis on reste sur un suspense un peu de manque. Mais en même temps, le manque, ça nourrit l'imagination et le plaisir du lecteur aussi. Enfin, que je suis. Exactement. Je suis partisan de ça. Il faut rester sur des choses entières et positives. Après le remix, des fois, c'est ça. Mais des fois, ça marche bien. Regarde ce pauvre Monsieur Trump, il a été battu et il revient. Donc, Charles, c'est pas un personnage de bande dessinée, c'est la vraie vie. Si. C'est un bon sujet. Oui, ça doit être un bon sujet d'ailleurs, hein, pour vous, Régis. Oui. J'ai fait un dessin dessus. Qui est paru hier où il est en train de signer avec sa signature un peu de fou comme ça. Ah oui, la signature, on dirait un électrocardiogramme. Et voilà, j'ai fait sa signature en mèche de bombe comme ça, puis lui il est en train de l'allumer. Ah, c'est vous les 2 petites mèches oranges au-dessus de la signature? J'ai vu ça ce matin, je ne sais plus où. Je te remontrerai le dessin. Alors, on va continuer la biographie avec un point important. En 1999, vous créez les personnages d'Oscar et Morissette. Ça, c'est une série importante pour vous parce qu'il y a eu à peu près 20 tomes, c'est ça, de réaliser? Ouais, il y a 7 tomes chez Sapanoise, 3 tomes chez Orep et puis quelques hors-séries à droite à gauche. Il y a un peu plus de 20 tomes, pardon. Ouais, c'est une belle histoire, c'est une belle aventure. Puis, Patrick Mousquet, je l'ai eu encore en ligne au téléphone, il aimerait tant que ça revive. Puis, oui. Et puis moi aussi, j'ai décidé que j'ai fait le tour de ces 2 gamins, là, quoi. Donc ils ont bien grandi. Puis je crois aussi que, à moins que l'éditeur me dise, Régis, on en fait un, voilà. Vous seriez partant. $1 million. Oui, $1 million. Exactement. Voilà. Un petit chèque au bout et tout, voilà. On fera une aventure, mais
crois qu'ils ont déjà bien vécu. J'aurais jamais imaginé faire plus d'une vingtaine d'albums avec mes personnages-là quand je les écrivais en 99. Quoi. En tout cas, voilà, Oscar et Morissette, ces deux jeunes enquêteurs qui essayent de résoudre des mystères, souvent dans la région Lorraine. Hein. Ouais, ils ont beaucoup été dans la région Lorraine. Ils sont à un moment partis sur Mars, mais ils avaient décollé de la base de Chamblay. Parce que, la base de Chamblay, oui. La base de Chamblay, on n'ignore pas qu'en dessous, il y a une base secrète pour envoyer des... Parce qu'on a une force... Je crois qu'il y a un Elon Musk en France qui envoie des choses dans l'espace, c'est ça, en fait. C'est ça. On va continuer avec une petite musique. Ça j'ai reconnu. Alors ça c'est, tout le monde a reconnu. Joris aussi. Oui, Bonne nuit les petits. Ouais, Bonne nuit les petits. Ouais, Bonne nuit les petits. Ouais, c'est une belle aventure de 2 albums, c'était bien. Ça n'a pas été facile de faire ça en BD parce que je pense que le public de Bonne nuit les petits, la BD c'est pas forcément évident, mais on a fait le pari, on l'a fait en 2 albums. Mais comment vous avez réussi à faire ça Vous avez postulé, c'est vous l'idée? On est venu vous chercher, c'est quoi l'origine? Non, c'est encore avec Jean-Pauline de Marly, en plus du salon de BD, on avait aussi un salon de la marionnette, comme par hasard. Allô? Et on avait invité la première année les Guignols à l'info, après on a eu Casimir, et une année, donc je ne sais plus en quelle année, il y a eu la famille Les Dus pour Bonne nuit les petits, avec Tonos qui sont venus. Et puis on a présenté toutes des pièces inédites, les premiers décors et tout. Et moi j'étais pas là, j'étais absent pour d'autres raisons. Et ce soir au restaurant, la famille Les Dus, parce que mon Claude Les Dus forcément était décédé, mais son épouse est toujours vivante, heureusement. Et puis son fils qui ont toujours les rênes de la société. Au restaurant, ils disent à Jean, nous on adorait avoir Bonne nuit les petits en bande dessinée et tout. Et Jean leur dit, j'ai le personnage, j'ai le mec qu'il vous faut. Et ils m'ont appelé, à l'époque je travaillais encore au Répu, Vicky à l'horaire, il faut le dire en entier. Ils m'ont appelé et ils m'ont dit, voilà, on va faire une BD avec toi, etc. J'ai dit, attendez, une BD avec moi regardez d'abord si... Non, j'aime bien ce que tu fais, tu as regardé, on a été sur ton blog, on a tout vu, c'est vraiment toi qu'on veut, etc. Bon, ok, d'accord. Donc on va faire des essais, j'ai fait des essais, je vais rechercher les personnages, c'était pas trop difficile. Enfin, quoi que c'est pas trop difficile, faire des personnages de BD avec des marionnettes en pâte à papier, c'est pas forcément facile. Je leur ai envoyé des projets, ils m'ont dit oui, c'est exactement ça qu'on veut, on se lance, on y va. Puis le lendemain, j'avais des histoires dans la boîte aux lettres et puis il fallait qu'on commence. Et l'aventure était commencée. Voilà. Très bien. Alors, on va continuer parce qu'il y en aurait tellement de choses à dire. Votre carrière, elle est très très dense, on va dire. Et elle n'est pas finie. J'ai 60 ans, vous l'avez rappelé tout à l'heure. C'est vrai, mais il y a beaucoup de choses. En 2021, vous rencontrez Marc-Antoine de Roubaix. Et vous collaborez sur 2 pitchouns dans l'enfer de Verdun. L'histoire de 2 amis de Provence qui se retrouvent mobilisés à Verdun. Et puis, vous, en 2022, toujours avec Marc-Antoine de Roubaix, vous réalisez ensemble L'Exploit, une BD qui raconte l'aventure humaine sportive du FC Metz en 84, quand le club lorrain a éliminé le FC Barcelone. Exactement. Un véritable exploit. Comment elle s'est déroulée, cette rencontre avec Marc-Antoine de Roubaix? Alors, c'est marrant parce que j'étais, c'était mes dernières années au journal, puis je n'en avais pas marre du journal, c'est pas ça. La BD, je tournais en rond avec Oscar Morissette. Évidemment, je trouvais qu'il fallait toujours se battre pour avoir un projet ou présenter des choses. Je me suis dit, c'est bon, j'ai assez fait de trucs. Je pensais vraiment arrêter et me consacrer plus qu'au dessin de presse et arrêter la BD. Et Marc-Antoine, moi je suis travaillé avec son père, avec François de Roubaix, qui était journaliste à TF1 et puis un temps RTL aussi. Et il est venu me voir au journal avec son fils, il me dit je te présente mon gamin et tout, il veut te connaître, il écrit, etc. Tout. Alors au début je l'ai un peu fui, je dis non, j'ai pas le temps. Mais il a été d'une persévérance incroyable et il m'a présenté à l'époque un super projet sur la révolution du printemps arabe. Parce que lui, en tant que journaliste, parce qu'il est journaliste, Marc-Antoine, en tant que journaliste, il l'avait vécu en direct, parce qu'il était au Caire à l'époque où ça a explosé. Et on voulait mettre ça en BD, on avait commencé à bosser ensemble, on a failli trouver un éditeur, puis finalement ça a capoté.
Mais il a persévéré, et est arrivé les Pichou, le premier. Ouais. Oui. Et puis après l'exploit. Et après l'exploit, et là c'était une demande de SMS qui nous ont appelé une fois pour demander si on était OK pour dessiner, faire une BD sur une belle aventure de FCMS. Exactement. Alors moi je suis pas du tout fouteux, hein. Marc-Antoine il était fou, hein, parce que lui c'est un vrai fouteux et il connaît toute l'histoire de FCMS. Moi le football ça arrêté à Michel Platini. Hein, oui, pour beaucoup, oui. Voilà, donc toi qui jouais en 84, hein, donc ça va, mais... Alors, l'aventure, elle n'est pas finie avec Marc-Antoine, parce que actuellement, vous avez un projet ensemble, c'est ça? C'est ça, ouais. Ben je suis dessus, là, un roman graphique pour les éditions Duno. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Ouais, je vais rapidement, hein. Ouais, c'est sur le deuil, en fait. C'est comment aborder le deuil d'une personne qui nous est proche, etc., pour vivre, pour réapprendre à vivre après la disparition d'un être cher, en fait. Ça c'est la spécificité des éditions Duno, hein, c'est toujours des trucs un peu techniques, mais ils ont voulu faire ça en BD parce que ils ont des livrets, ils travaillent avec le centre Jamais de la fac à Metz, avec le docteur Tarquinio, qui nous aide dans le scénario, hein, qui est pas co-auteur, mais qui nous accompagne dans l'élaboration du scénario au niveau technique. Et toucher un autre public qui a peut-être besoin d'aide et tout à travers la BD, moi je trouve que c'était pas mal. Donc c'est un petit roman graphique, il faut les faire, les planches quand même, il y en a 90 de prévus pour l'instant, voilà. Moi, je suis épatée par l'éclectisme de votre carrière, quoi. Quand j'ai découvert, j'ai dit, mais vous avez touché à tout, vous êtes pas, enfin partout, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est toutes des rencontres apparemment et des moments, c'est impressionnant. Justement, par rapport à cette carrière, là on a parlé beaucoup de bande dessinée, mais vous êtes aussi dessinateur de presse. Ouais, aussi, ouais. En fait, je crois que avant en même temps que la BD, c'était là aussi la presse, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir un père, la chance ou la malchance, parce que quand on a des gens comme ça dans la famille, c'est un peu compliqué, parce que il ne vivent que pour leur fils, c'est-à-dire qu'il était fortement impliqué syndicalement et politiquement, donc un peu absent dans la famille, mais ça c'est le choix, quoi. Mais par contre, on était inondés d'informations à la maison, de journaux, etc. Et moi je découvrais les dessins de presse dans ces différents journaux, et puis ça me donnait aussi envie, quoi. Donc j'ai toujours été baigné dans l'actu, donc l'actu m'a toujours intéressé, et l'illustrer, c'était encore aussi un rêve. Et quand je suis rentré au journal, en fait, mon secret, c'était d'intégrer la rédaction, mais il y avait déjà une place qui était prise par Bernard Ferreira à l'époque. Donc, je suis rentré au journal par le biais de la publicité. Moi, le principal, c'était de mettre les pieds dans le journal. Puis, une fois que j'y suis, j'y reste dans le sens où je fais le forcing, et puis je suis allé voir les gens à la rédaction. Et puis, d'accord. J'ai commencé un petit peu comme ça, quoi. Et alors, l'actualité, en ce moment, elle doit être source de beaucoup de matière pour vous. Alors, je voudrais qu'on parle aussi de votre album Ma guerre illustrée, parce que depuis 2 ans, vous faites des dessins sur Ma guerre illustrée d'Ukraine, pardon. Vous faites des dessins sur cette guerre-là. Expliquez-nous d'où vous est venu un petit peu cet engagement par rapport à ce conflit. C'est par le biais des dessins de presse, parce que je n'avais, et je le dis maintenant à l'imparfait, je n'avais aucune attache en Ukraine. Voilà, je fais ça mon boulot quand les Russes ont envahi l'Ukraine, le Donbass, tout ça. Je faisais mes dessins de presse dessus, et un de mes dessins avait été remarqué par le directeur du Centre mondial de la paix à Verdun, Philippe Planche, et qui m'a dit, écoute Régis, ton dessin m'intéresse, je voudrais le joindre à une expo que j'ai au centre qui s'appelle le drôle de paix. Je dis oui, je te l'envoie, etc. Et il l'a fait accrocher par une élue ou une fonctionnaire, je ne sais plus, du Parlement européen qui fait l'accrocher, etc. J'ai très peu de la mémoire des noms, il faut m'excuser.
Et puis voilà, puis je lui ai dit, écoute, fille, moi j'ai plein d'autres dessins sur le conflit, que j'illustre, et puis il m'a mis en rapport, il m'a dit, envoie-moi, puis je te mets en rapport avec le musée de l'histoire de la Seconde Guerre de Kiev, parce que lui, il était déjà en correspondance avec eux, il avait exposé avec eux une série de photographies les 7 premiers jours de la guerre, fait par une photographe ukrainienne qui était réfugiée en Pologne après. Voilà, donc ça c'est comme ça, de fil en aiguille, je suis devenu ami avec les gens du musée, avec qui je collabore toujours. Ils m'ont ouvert leur page, leurs réseaux sociaux de mes dessins. Moi, je leur envoyais des dessins pratiquement tous les jours. Et puis du coup, ça fait, depuis 2 ans, vous avez dessiné énormément sur cette guerre-là, et vous avez produit un recueil de 120 pages qui s'appelle Ma guerre illustrée d'Ukraine. Ça a été suivi d'une exposition qui est, je crois, partie ou va partir en Ukraine aussi. Il y a eu une exposition à Pont-à-Mousson au musée du papier. Je crois que le titre du musée du papier, ça allait bien, et puis en plus, ça peut être chez moi. Et j'avais envie de montrer un peu ces dessins-là avant qu'ils disparaissent, parce qu'effectivement, je les ai entièrement... J'ai donné tous les originaux. D'accord. Qui sont dans le bouquin. Je les ai donnés au musée à Kiev. Quelqu'un les a emmenés à ma place. Et puis, il y a une exposition qui aura lieu au musée, qui aurait dû déjà avoir lieu, mais en mois d'octobre dernier. Mais avec l'actualité un peu cognante qu'ils ont subie ces derniers temps, parce que avec l'hiver, les Russes les massacraient quand même pas mal au niveau énergétique et tout. Donc tout a été un peu chamboulé et l'expo aura lieu normalement en 2025. Je les ai vus en ligne il y a quelques jours. Ça continue. De toute façon, moi je continue de leur faire des dessins, donc j'en ai d'autres à leur apporter. Oui, il y aura un tome 2, non, peut-être ? Il y a un tome 2 qui est entièrement maquetté. J'attends encore le billet d'une personnalité dont je ne peux pas te donner le nom pour l'instant. Ah si. D'accord, très bien. Non, j'avoue avoir essayé d'avoir un petit mot de Zelensky, mais c'est compliqué. C'est pas qu'il lui ne le veut pas, mais c'est compliqué. Moi, mon antenne à Kiev, Loubia, qui est journaliste, elle est incroyable, elle bosse comme une folle pour m'aider à monter ce machin-là et tout, mais voilà. Et moi j'ai hâte d'aller en Ukraine pour cette exposition et puis d'aller les voir. Très bien. Alors malheureusement le temps passe très très vite avec vous, Régis. Donc vos dessins de presse, on peut les voir sur Opinion Internationale, c'est ça ? Oui, c'est ça, sur le site d'Opinion Internationale. Et puis, vous participez aussi à Cartooning for Peace, c'est ça ? C'est une association de... Oui, c'est une association mondiale de dessinateurs de presse qui a pour but de partager la liberté d'expression, mais aussi de venir en aide aux dessinateurs qui ont quelques soucis dans leur pays, parce que pas mal de dessinateurs, et encore actuellement, sont emprisonnés ou ont des soucis avec leur gouvernement, parce que tout le monde... On l'a oublié de le dire, mais en France, on a une chance énorme. C'est quand même la liberté d'expression est quand même. Est-ce qu'on peut vous rencontrer physiquement sur un salon dans la région ou pas Je serai au salon d'histoire à la Malgrange. En mois d'avril. D'accord, on vous verra là. Très bien. Voilà. On aura comme ça peut-être l'occasion de continuer un peu cet échange. En tout cas, merci beaucoup Régis. Et puis bravo quand même pour une carrière impressionnante, diversifiée. C'est passionnant, votre engagement est remarquable. Et puis donc on mettra les liens sur les réseaux sociaux pour que les auditrices et auditeurs puissent voir votre travail. Merci beaucoup Régis. Merci beaucoup. Merci de votre accueil, merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt, avec plaisir. Ouais. Merci. 18h, 19h, le son des bulles sur RCN. Alors on va passer tout de suite au thème de l'émission, le chocolat et les plaisirs gustatifs. Qui a fait miam 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 miam. Alors pourquoi on a choisi ce thème ? Alors, plusieurs raisons, bien sûr, sans doute parce que le plaisir d'un bon repas vaut bien celui d'une bonne lecture et qu'entre lire ou manger, nous on ne choisit pas, on prend les deux. Ensuite, il faut dire que la bande dessinée regorge d'albums gustatifs et culinaires, du banquet final d'Astérix et Obélix au tout récent Ulysse et Cyrano, d'Antoine Christo, Xavier d'Horizon et Stéphane Servin, en passant par le gourmet solitaire de Jiro Taniguchi, il y en a pour tous les goûts. Et puis, Françoise, dans une de ses dernières émissions des Masques tombent,
nous a fait découvrir le Cacao Club du Grand Est qui organise la grande fête du chocolat les 8 et 9 février au centre intercommunal de Laxou. Arrêtez de vous lécher les babines là autour de la table, ça ne va plus du tout. Les plus grands chocolatiers des environs seront présents. Alors gourmand de Zégourmand, notez cette date parce que je crois que ce sera un bon rendez-vous. Et puis il y a des sculptures en chocolat, enfin il y a vraiment au-delà, ils ont enfin voilà, moi je les ai rencontrés, c'est 2 fous furieux, c'est des maîtres cacaoyers, c'est vraiment autour du, enfin voilà, il faut vraiment se faire plaisir. Je vous propose vraiment d'y aller et vous de réécouter même le podcast de l'émission Les masques tombent sur le Cacao Club du Grand Est. C'est passionnant et ça va vraiment au-delà du plaisir du chocolat qu'on connaît tous, quoi, de la tablette de chocolat. C'est vraiment quelque chose de plus loin. Donc je me suis collée sur cette thématique, trouver une BD sur le cacao. Eh ben, sur le cacao, j'en ai trouvé une pour public averti avec un grand black avec un l'air bien sympathique que je développerai pas tout de suite ici, voilà, donc pourquoi pas. Beaucoup de choses sur le métier, un peu théorique, sur la culture, les exploitations humaines, enfin en tout sens. Mais alors, j'étais surprise de voir que pour un tel produit de luxe, quand même, le chocolat, le cacao, c'est pas, il y avait aussi peu de matière à développer. Donc j'invite toutes les personnes qui font de la BD à vous bouger un peu, les gars et les filles, pour nous faire quelque chose de bien. Autour du chocolat, il y a un vrai filon, parce qu'il y a de la place, personne ne fait rien. Voilà, donc j'étais très triste. Le message est lancé. Ouais, le message, voilà, c'est ça, j'espère qu'il ira loin et au-delà. Alors, je me suis rabattue sur la cuisine, pourquoi pas, après tout. Alors, j'ai trouvé des BD étranges quand même, sur beaucoup asiatiques, sur la cuisine chinoise, par Zhao Dao, que voilà, les rêveries d'un gourmet solitaire, c'est pareil, c'est tout ça c'est japonais, ou alors des mangas. Je ne les développerai pas ici, mais je voulais les citer quand même parce que c'est une approche complètement différente de la bande dessinée, de celle qu'on connaît. Et je pense que je ferai avec toi, Olivier, sur notre Facebook, une page pour en parler parce que c'est particulier. Oui, faisons ça. Oui. Hein, voilà, c'est bien d'avoir des projets. Donc voilà. Mais bon, c'est pas en même temps, c'est pas trop ma tasse de thé, mais c'est bien d'aller voir ce qu'on n'aime pas, ça change un peu. Puis alors là, j'ai trouvé ma pépite. Alors là, une pépite, c'est au-delà d'une pépite, c'était carrément un collier, un diadème carrément, qui s'appelle La cuisine des ogres. Alors il faut faire attention parce qu'il y a un vrai livre. Excusez-moi. Il y a un vrai livre qui s'appelle comme ça aussi, donc ça n'a rien à voir. La cuisine des ogres par Fabien Vellman et Jean-Baptiste Andréae, c'est difficile à prononcer. Un vrai régal de 80 pages, tant pis, je suis dans les métaphores. Alors, c'est l'histoire d'une fillette qui fuit le domicile familial après le décès de sa mère. Alors, on apprend à la fin pourquoi elle a quitté. Mais c'est pas le thème de la bande dessinée. On n'est pas dans le misérabilisme. Enfin, on est dans l'horreur, c'est encore pire, quoi. Là, c'est vraiment une bande dessinée sur l'imaginaire, le délire, le fantastique. Ça inonde les pages à tout moment. L'histoire, c'est au départ avec ses amis... Elle tombe dans les pattes d'un croque-mitaine qui s'appelle Grince Matin et qui capture des enfants pour la cuisine des ogres, tout simplement. C'est très bête. Parce que là, les ogres font de la cuisine à partir des enfants. Et prochainement, ils vont accueillir alors un personnage qui s'appelle Minos, qui est le fils du Minotaure. Et il vient pour un banquet tous les 9 ans et il faut manger des enfants. Donc, voilà. Donc, les enfants, on les cultive, on les fait grossir. C'est l'effervescence en cuisine. On dépaisse des licornes, on broie des enfants pour les faire engraisser. Enfin bref, elle échappe à tout. Elle arrive, c'est fantastique. D'ailleurs, la bande dessinée s'appelle 3 fois morte parce qu'elle aurait dû être, alors je sais plus, hachée, mijotée et dévorée. Elle échappe à tout. C'est un fantastique, c'est une bande dessinée fantastique. Il y a des personnages qui font allusion à des tas de trucs. Le Mordor et les fantômes du Seigneur des Anneaux, le parcours de Charlie à la chocolaterie, les monstres de Pirates des Caraïbes, la mythologie avec les personnages et puis sa violence, parce que c'est quand même une bande dessinée assez violente. Rabelais est là, Don Quichotte, enfin bref, tout le monde est là réuni. Enfin, ça rappelle, c'est des échos à certains personnages. Et moi, je pense qu'il faut lire ce livre 2 fois. Ça, on en avait parlé. D'abord, ça en diminue le coût. Alors, une fois pour avoir l'histoire, parce que voilà, c'est vraiment plaisant. Et après, il faut voir les détails. Chaque planche, chaque case, c'est des détails avec des faunes qui circulent, des cochons qui font la cuisine, les cases fourmis de détails. Voilà. Il y a des licornes, il y a tout. Mais c'est très cru, attention, parce que quand on dit qu'on broie des enfants pour les manger, il y a la machine à broyer, il y a du sang, c'est quand même assez... Alors, c'est une bande dessinée qui est magnifique. Les morts sont vraiment broyés, ça se voit. Il y a des dizaines de personnes... Non, mais ça se voit. Il n'y a pas de traces de sang dans le livre, je vous rassure. Mais c'est fait tout en douceur, c'est quelque chose. Les dessins sont tellement beaux au début.
On ne croit pas à cette horreur. Moi, je n'ai pas cru que ses copains ils allaient se faire broyer. Mais finalement, on plonge. Alors, j'ai dit, c'est un univers fascinant, délicieusement sanglant, affreusement beau, élégamment sordide. Voilà. Et il y a une phrase qui dit, c'est comme ça avec la féerie, l'horreur n'est jamais loin. C'est une bande dessinée, c'est vraiment du fantastique. C'est sublime d'horreur et de beauté. Enfin, voilà, c'est le prodige de la BD, là, qui est coloré à souhait. Des cases hyper chargées. Ça surfe entre le bleu et puis l'ocre. Donc, quand on tourne une page, on tombe sur une autre couleur. Ça rythme le récit. C'est vraiment... moi, je trouve que c'est grandiose. On est dans du Loisel, oui, c'est ça, pardon. Parfois du Tardy aussi, avec le Kraken qui sort, effectivement. Alors, il y a de tout dedans et en même temps, ça ressemble à rien. Ça ressemble à personne. Voilà, c'est une bande dessinée, voilà. Je pourrais vous en parler à l'infini. S'il faut meubler l'émission, je peux continuer. Mais je vois Olivier qui s'évanouit déjà, et mes collègues qui disent... Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y a à dire sur les personnages, les détails, les couleurs. Il y a des mots inventés, des univers inventés. Donc, pour conclure, je voudrais juste vous obliger à le dévorer. C'est une histoire dont la beauté l'emporte sur toute l'horreur, effectivement. N'hésitez pas. En plus, il est quand même sélectionné pour aller à Angoulême cette année. Hein. C'est la cerise sur le gâteau. On rigole. Donc, ouais, bien trouvé, je me suis creusé. Donc, je peux que vous souhaiter une bonne lecture et puis un bon appétit. Vraiment une BD à dévorer, c'est somptueux. Eh ben super. Merci beaucoup. Ça donne envie. Ça donne envie, hein. Ouais. De quoi? De manger des enfants? Non, de lire. Bon, de lire. Ah oui, d'accord, ok. Eh ben merci beaucoup. On sent que ça t'a beaucoup transcendé. plu. Voilà, parfait. Quelle extase. Quelle extase. Eh ben, en parlant d'extase, justement, on va passer maintenant à Charles avec une... On ne sait pas trop de quoi tu vas nous parler, Charles. La surprise. Alors, déjà, je vais faire appel à votre culture générale. On en a. Est-ce que vous connaissez le lien qu'il y a entre L'adieu aux armes d'Ernest Hemingway et Popeye le marin? Des épinards. Olive les biscottos. Hemingway et Popeye. Eh bien, depuis le 1er janvier de cette année, ces deux œuvres majeures du XXe siècle sont tombées dans le domaine public. Ah oui, c'est vrai. Ce qui veut dire que vous pouvez, dorénavant, les adapter librement, sans autorisation ni paiement. Donc, donc c'est l'occasion de parler de Popeye, puisque bien sûr, je ne vais pas parler ici du roman d'Ernest Hemingway. Hein. Il y aurait beaucoup à dire, bien sûr, mais je préfère laisser ce soin aux chroniqueurs des excellentes émissions littéraires qu'il y a sur notre antenne, qui s'appelle Les Plumes. Donc, moi, je vais vous parler de Popeye et des épinards, puisque j'ai bien compris que c'était les plaisirs gustatifs qui constituaient le fil conducteur de l'émission. C'est ça. Enfin, les épinards. La belle conserve. L'épinard. Ne pas confondre avec l'opinard. Hein. Ah oui. Alors, l'épinard, Spinacia oleracea, est une plante potagère annuelle ou bisannuelle de la famille des Chenopodiaceae ou des Amaranthaceae selon les classifications. Voilà. Originaire d'Iran, ça tire son nom du persan, épinard, comme Falzar. Enfin bon, voilà. Il est aujourd'hui cultivé dans toutes les régions tempérées pour ses qualités nutritionnelles. Or, outre ses qualités gustatives exceptionnelles, ce légume est une véritable potion magique. C'est lui qui donne à Popeye le marin toute sa puissance pour abattre ses bras vengeurs sur les malfaisants qui tournent autour de sa fiancée, la gracieuse Olive. Voilà, Olive. C'est vrai qu'elle est gracieuse quand même. Tarte à souhait, non, arrête. Alors, Popeye le marin, né aux États-Unis en 1929 dans la bande dessinée The Fimber Theater d'Elsie Kostler-Segar. C'est même avec l'apparition de ce personnage que les ventes de la BD s'envolent. Le succès de la série est tel qu'en 1933, les studios Fleischer l'adaptent en dessin animé. Le mythe est en marche. La BD avait un ton ouvertement provocateur, mettant en scène une multitude de personnages, parmi eux figure Wimpy, modèle du pique-assiette, et la fabuleuse créature Eugène de Gyp, qui prêtera son nom en 1941 à l'armée américaine pour baptiser le célèbre véhicule tout-terrain. Oh punaise. Elsie Kostler-Segar se moquait allègrement des tabous et des conformismes de la société. Avec ses extraordinaires et agressifs personnages, il a conçu... Excusez-moi. Un bout c'est le chocolat, ça, oui. Il a conçu une œuvre unique dénonçant le mode de vie américain qu'il jugeait absurde et pernicieux. Il y aurait beaucoup à dire ces jours-ci, je crois. Bon. La BD était éditée par le magnat de la presse William Randolph Hearst, l'inspirateur de Citizen Kane. Popeye demeure l'une des bandes dessinées les plus drôles jamais créées, véritable génie comique. Segar s'est plu à parodier tour à tour la plupart des genres en vogue. Alors,
Pourquoi Popeye trouve sa puissance dans les épinards? Ah, bah oui. bon, quand même, quand même, on va Tu tester. vas quand même pas les manger. Non, On va non, je tester. rêve. Non. Ah bah merde, attends, j'avais amené la fourchette pour... Ah bah là, alors attends, on va quand même... la blague. il faut qu'on arrive à... Ah ouais, bon. ouais. C'est pas ça Charles, qui va nous essaye arrêter. d'ouvrir une boîte Viens, d'épinards en direct. Mais S'il y a des cris, Ah, C'est alors, cassé, bon. voilà, ça s'est cassé. Il faut- Vraiment le. Ah bah C'est voilà, cassé. je me suis Voilà. blessé. Allez, Ah c'est- bah voilà. En plus. Bon, alors, Un accident en pleine émission. Charles, donc, avant que tu te vides de ton sang, fini la chronique. ce serait grâce à la valeur énergétique des épinards, aliments riches en fer, que Popeye trouverait toute sa puissance. On connaît le slogan des épinards et ça repart. Mais là, bon, bah, on peut Ah bah pas oui, faire la là, démonstration c'est mal parti. puisque Hein. c'est mal parti. Bon, à chaque épisode, alors que tout semble perdu pour lui, l'homme de fer fait apparaître une boîte de conserve d'épinards, comme par magie, et ingurgite son contenu d'une traite. Le résultat est instantané, ses muscles gonflent à vue d'œil et Popeye triomphe illico de son adversaire à grand renfort de coups de poing. Ah oui. Cependant, contrairement à la croyance populaire, les épinards ne sont pas l'aliment le plus riche en fer. Mais alors, d'où vient cette fausse idée sur le contenu de la teneur en fer des épinards? Bah oui. Alors, ça viendrait d'une faute de frappe, paraît-il. Bon, en 1970, le chercheur allemand Helmut Wolf, dans un article publié sur le contenu du fer dans l'épinard, aurait mal placé la virgule, créditant ainsi les épinards de 10 fois plus de fer qu'ils en contiennent en réalité. Ah d'accord. Alors, cette bonne histoire que l'on retrouve partout sur le web et qui est citée pour illustrer l'importance de vérifier ses sources. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de source. Donc, c'est une histoire, bon, c'est plutôt une légende qu'autre chose. Alors, l'idée des épinards aurait été soufflée à Segar par le gouvernement américain pour inciter les Américains à en manger pendant la Grande Dépression. Grâce à la popularité de la bande dessinée, les ventes d'épinards se sont envolées dans les années 40 et 50. Preuve du succès, des statues du personnage ont été élevées aux États-Unis dans les pays producteurs d'épinards. Alors, Elsie Segar est mort le 13 octobre 1938. La BD, bien sûr, quand il est mort, a perdu son ton provocateur, mais perdure aujourd'hui dans des multitudes d'albums. Et là, même dans Pif le chien, on voit qu'il y avait des extraits de Popeye le marin, qui est connu en France depuis 1935, aussi sur un autre nom, Mathurin le matelot. Voilà. Ah, très bien. C'est tout pour aujourd'hui. Oui, alors Charles, merci beaucoup pour cette... Quel engagement. Ah bah Charles. là, oui. Ah oui, mais je voulais faire une démonstration. Tu t'es J'avais amené saigné des pour faire fourchettes ce pour que truc. tout le monde mange des épinards, mais bon, là, voilà. Oui. J'étais trahi Je par pense que la tu peux aller te technique. soigner. Oui, si tu peux jamais, aller te soigner. Je pense qu'il y a une infirmière, non Oui, il y dans a le une coin, infirmière. T'es pas hémophile? Alors, pendant que Charles se vide de son sang, Joris, tu vas peut-être nous faire oui. une chronique sur le manga. Et oui, on va passer de l'épinard, bien sûr. On retourne au chocolat. Hein. Et oui, on va retourner au chocolat puisque je vais vous donner des petits Avant-goûts. Ouais, des avant-goûts. Ouais, des avant-goûts. Voilà, comme un chocolat qu'on regarde et dont il nous donne l'eau à la Ah bouche. oui, voilà, c'est ça, ouais. Et bah là, je vais vous donner des petits avant-goûts de manga sur le chocolat parce que mine de rien, il y en a pas mal. Ah, Parce que les Japonais adorent la nourriture. ouais. Et On le en voit chocolat beaucoup dans le manga et dans le particulièrement. chocolat, bah, mine de rien, il y a Ouais. beaucoup de mangas qui parlent de chocolat. Alors j'en ai sélectionné 3 pour vous donner un peu l'eau à la bouche. Allez, vas-y, voir. Alors le premier qui s'appelle tout simplement Chocolat. Oh oui, facile. Donc, qui part du principe que pourquoi l'un des plus puissants leaders de la mafia décide-t-il de tout abandonner pour devenir pâtissier? Bah alors, et bah c'est la grande question du manga et surtout que se pose Ichigo, ancien membre de cette mafia, qui du coup a passé 5 ans en prison et qui à sa sortie découvre la reconversion de son patron. Elle a passé de mafia à pâtissier. Pourquoi pas et donc, Bah, tout est possible. Ah bah hein. oui. Il y a des passerelles partout. Et donc Ichigo va donc vivre avec son patron et la fille de son patron. Et donc on va se demander pourquoi il est devenu pâtissier. Est-ce que c'est parce que la femme du chef aimait les gâteaux? Est-ce que c'est pour que sa fille le pardonne d'avoir été dans la mafia? Voilà, plein de questions, mais c'est une magnifique histoire. Il n'y a que 7 tomes, voilà, c'est très bien. complet. Que donc, 7 tomes, moi, ça me laisse toujours rêveuse. non, Que dans 7 les tomes. mangas, 7 tomes, c'est pas beaucoup et ça se lit rapidement, c'est pour Oui, ça. c'est Ça se ça. lit Ouais, assez vite. c'est bien. Et l'histoire est très très intéressante. Donc voilà, Chocolat. Chocolat. Un autre, on a Chocolat no Mau en japonais, donc aussi appelé The Magic of Chocolate, donc la magie du chocolat tout simplement. Donc qu'est-ce que c'est? Alors il y a 24 tomes, là c'est un peu plus long.
Et c'est pas Faut fini. prendre son Donc, temps. bon, je vous invite à aller plutôt lire Chocolat, Chocolat, juste premier. avant si vous voulez pas un truc trop long. Mais rien ne nous fait peur, nous. Rien. Bah oui. Alors, qu'est-ce que c'est la magie du chocolat? C'est une série centrée sur un personnage qui s'appelle Chocolat Eikawa, qui est une propriétaire d'une chocolaterie appelée Chocolat Noir. Et d'ailleurs, elle a un petit animal qui s'appelle Cacao. Voilà, encore un lien. Et oui. Et donc, Mignon. elle vit dans la forêt. Et donc, elle vend des chocolats qui peuvent exaucer des souhaits lorsqu'ils sont consommés. Et voilà, donc la plupart de ses clients ont des soucis qu'ils souhaitent régler avec ces chocolats, mais certains, malheureusement, veulent abuser de la magie des chocolats pour des fins malveillantes. Oh là là. Bah ouais, voilà, Ah, c'est- l'esprit c'est- humain. c'est souvent Ah bah, le cas. chocolat, Ouais, ouais, voilà. ouais. Et un petit dernier Allez, pour un la petit route. dernier. Allez. Celui-là était pas mal, moi. J'ai Ouais. bien... ouais. Je préfère plus que le premier, peut-être. Ouais, c'est petit côté fantaisie avec le Oui, chocolat. j'aime bien. Et le dernier, on est sur un manga qui s'appelle Heartbroken Chocolatier qui est fini. Et oui, le cœur cassé chocolatier Oui, voilà, pour la c'est ça. traduction. Et donc il y a 9 tomes. Donc, Mhm. la série est finie. Bien. Et donc l'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est un personnage qui s'appelle Sota qui est éperdument amoureux de sa copine qui a une grande passion pour le chocolat. Mais malheureusement, elle va le quitter la veille de la Saint-Valentin. Assez triste. Hein. Là, Donc oui. qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider de partir en France pour devenir un grand chocolatier, logique. Bonne idée. Voilà, bon, il aurait pu aller en Suisse ou Oui, ou ailleurs, aussi, mais il oui. a décidé d'aller en France pour devenir un grand chocolatier. Et donc, 5 ans plus tard, il revient au Japon pour reprendre une boutique familiale, une chocolaterie qui s'appellera Chocolat Vie. Donc, Oh. Chocolat Vie, mais la vie, voilà. Oui, bah oui, ça vous Eh oui, un beau jeu de mots. beau jeu Et de mots. donc, avec cette boutique et donc son chocolat et ses créations, il espère reconquérir la fille qu'il aime, tout simplement, Et grâce va-t-il- au chocolat. Va-t-il y arriver? Ah bah, ça, il faudra le lire pour savoir. Tu veux pas nous spoiler? Et tu non. veux pas nous dire? Voilà. Ah ouais, trois Mangas sur le chocolat. 3 mangas Voilà. sur le chocolat pour les gourmands et de Exactement. la romance, de la fantaisie. Et une histoire de Yakuza. Yakuza, Donc voilà, c'est pas et mal, familiale. Ah bah, Un très peu de bien. tout Parfait. et du chocolat. Vous validez? Ah oui, non, mais c'est vrai que j'ai trouvé pas mal de choses sur, Oui. sur la cuisine, mais plus asiatique. Bien sûr, oui. Quoi. Oui, il y a beaucoup de mangas sur la cuisine, même en dehors du chocolat, il y en a Ah oui, énormément sur la cuisine, mais voilà. Eh ben très bien, merci beaucoup, Joris. Avec plaisir. Ouais, et on mettra pas d'épinards sur nos chocolats. Non. Surtout pas. Moi, je vous parle, je finis rapidement. Ah si, c'est dans Harry Potter, il y a des goûts pas possibles. Chocolat épinard. Oh, Oui. c'est possible. C'est vrai, Crotte de c'est nez. vrai. Crotte de nez. Voilà, alors rapidement, moi j'ai choisi aussi un album qui s'appelle L'assaisonnement du bonheur. C'est de Juan Guangmin et c'est édité par Asian District. Asian District, c'est la maison d'édition de Pierre Siri qu'on avait rencontré le mois dernier. Bien sûr. Et donc c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans les mangas chinois, ce qu'on appelle des manhwa. Et donc voilà, l'assaisonnement du bonheur, c'est un petit livre, c'est un vrai régal aussi, on va dire. Ah, la coquille, plagiat. Ouais, ça fait 3 fois. Et c'est un petit recueil d'histoires qui tourne autour de plusieurs personnes qui voient leur destin changer à cause ou grâce d'un plat ou d'une saveur. Alors, il y en a plusieurs et on va avoir par exemple quelques-unes comme ça que je peux vous citer. C'est les œufs au thé noir de chez Ganzi. Alors l'histoire, je ne sais pas si c'est très bon ça, les œufs au thé Pourquoi noir. pas? J'ai quitte à choisir entre les épinards et les œufs au thé noir. Je prendrais peut-être les épinards, c'est plus sûr. Mais c'est une histoire de, voilà, avec un goût, pour le coup, une saveur un peu amère. C'est un restaurateur de cuisine traditionnelle chinoise qui est dans son petit quartier. Ça fait des années qu'il est là, tout le monde le connaît. Et un jour, il décède. Il décède le jour où son fils décide de vendre cette boutique-là. Parce que voilà, les années passent, les générations passent. Et il décide de vendre la boutique à un supermarché. Voilà. Aïe. Et donc, le jour même où le fils reçoit le coup de téléphone, bim, le pauvre monsieur, il décède. Non, c'est pas drôle quand même. Bah non. Voilà. On voit bien. Donc, c'est une petite histoire voilà, sur les transmissions de valeurs familiales, sur la tradition contre la modernité. Un autre qui est aussi sympa, c'est peut-être une saveur plus sucrée pour le coup, la sauce soja d'Aju. Aju, c'est une propriétaire d'une petite cantine comme ça. Elle a une sauce soja formidable. Tout le monde vient exprès pour la sauce soja. Et il y en a un client qui est là tout le temps depuis des années et qui est là, qui est un peu amoureux d'elle, mais qui ne lui a jamais dit. Et le jour-là, donc, il lui dit, écoute, c'est le dernier jour que je mange ici parce que je suis muté en Europe. Ah. Voilà. Et je pourrais plus venir manger. Donc, elle est un peu triste et il lui met un billet d'avion. Il dit, écoute, je pars demain. Voilà, si tu veux partir avec moi, je t'ai acheté le billet d'avion. Voilà. Ah et oui. partira-t-elle ou pas? Il faut le lire pour savoir. Il faut le lire pour savoir, c'est plus intéressant. Mais voilà, l'idée, c'est une petite saveur. L'auteur dit, la vie est un peu fade. Et
en fait, tous les petits événements, toutes les petites choses qui se passent, ça donne de la saveur en Du plus. relief, du piment. Du relief, du piment, etc. Ou Que ce soit sucré, que voilà. oui. Et tout ça, c'est lui, il en a fait un petit album. Donc, alors, juste pour vous dire que l'auteur Wang Gang-min sera présent jeudi 2 février à Toul pour le vernissage de son exposition. Donc, il y aura une exposition pour cet auteur-là, réalisée par Asian District, par Pierre Serry. Donc, moi, je vous conseille d'y aller, au moins pour le vernissage. L'exposition sera un peu plus longue, mais le vernissage, comme ça, vous pourrez rencontrer l'auteur. Donc, jeudi 2 février à 17h30. Voilà. Bah écoutez, l'émission est quasi terminée. Oh non, ne dis pas ça brutalement comme ça. Un peu, voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup. Je rappelle quand même par rapport à Régis Hector que vous pouvez voir ses dessins sur sa page Facebook et sur le site Opinion Internationale et sur le site de Cartooning for Peace. Et que voilà, si aussi les dessins d'actualité vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir Ma guerre illustrée d'Ukraine. C'est un recueil de ces dessins de presse par rapport à cette guerre un peu ignoble. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Eh ben merci à tout le monde. Merci. Et aux autres. Charles, ça va bien? Ça va mieux. Ça va mieux. On va aller manger du chocolat. Ouais, Voilà. ça va se faire ça. Tu nous appelles régulièrement. Hein. Alors, on se retrouve le mois prochain pour un autre thème qui sera le mois de février. C'est le mois de l'amour. Oh. Et oui, mais oui, Charles, ne fais pas la tête. Donc, on se retrouve voilà, le mois prochain. Et sinon, sur la page Facebook et la chaîne YouTube. À bientôt. À bientôt. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org